La presse marocaine d'abord qui nous parle d'une étude sur les enseignants au Maroc. Comment vont les enseignants au Maroc? Eh bien, on a la réponse avec un premier article des Échos qui lui part d'une enquête Thalys 2024 faite par l'OCDE qui nous donne un rapport, un des plus complets sur l'enseignement au Maroc. Alors, on a beaucoup d'éléments dans ce rapport qui fait plus de 348 pages. On nous parle du profit des enseignants, de leur charge de travail, du manque de formation, de la relation qu'ils ont avec les parents encore plus grave, la fracture territoriale, mais un chiffre qui m'a le plus interpellé, c'est le suivant. 60% des enseignants marocains déclarent que dans leur classe, plus de 10% des élèves ont des difficultés à comprendre la langue d'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignant doit gérer la complexité linguistique du pays, enseigner en arabe classique ou en français ou encore en amazigh à des enfants qui parlent principalement le darija ou une autre langue locale. Et on a justement à cette information un autre rapport, toujours sur l'école publique, qui est décortiqué par Le Matin avec une recommandation sur la surcharge des classes. Donc l'idée, c'est de les faire passer à 23 plutôt que 36, qui est la moyenne aujourd'hui. Donc c'est un rapport fait par deux économistes marocains. Donc effectivement, ça pourrait améliorer les résultats des élèves, même si, attention, ça va augmenter les dépenses par élève de plus de 50%. Mais pour les économistes, c'est un retour sur investissement positif parce que si on active sur le long terme, eh bien là, on verra vraiment l'application de ces réformes de l'État sur le terrain. Eh bien oui, des réformes dont on a besoin, surtout si l'université, on va le voir dans l'article suivant de La Vérité, lui s'inscrit dans le futur. Et oui, l'université de Romed, comme vous le voyez, va investir, lancer un appel à projet pour son usine école pilote 4.0. On est dans le futur, effectivement. C'est quoi l'industrie 4.0? C'est toutes les industries, elles, qui sont liées aux technologies numériques intelligentes. L'idée, c'est d'avoir un pôle université-usine et c'est surtout, comme insiste l'article, une promesse, intégrer la haute technologie au service de l'enseignement. En somme, le Maroc investit massivement dans l'enseignement, mais sans une révision, disons-le, de l'enseignement public pour tous et à tous âges. Les ambitions futures du Maroc risquent d'être mises à mal pour le futur. Des salons, il y en a de plus en plus partout en Afrique. Et la presse s'intéresse au business de ces salons, de ces expositions. Un business plus que rentable, et oui, c'est le titre du 360 Afrique qui nous emmène à Bamako, au Mali, où la gestion de ces salons est devenue une activité, un business en gestation. Et d'ailleurs, dans l'article, on nous dit que l'État essaie d'investir parfois à plus de 50% dans ces salons. Pourquoi? Parce qu'ils contribuent au développement de l'économie locale, surtout pour tout ce qui est des activités artisanales. En effet, les salons, c'est l'occasion, comme pour ce monsieur-là, de faire fructifier son activité, exploser le chiffre d'affaires, mais ça implique aussi un bon chiffre d'affaires pour toutes les activités hôtelières et de restauration qui en profitent, bien évidemment. Les salons aussi sont le salut, parfois, de filières en difficulté, comme l'or au Maroc. Oui, ça, vous pourrez trouver ça curieux, mais les bijoutiers sont en difficulté. Et d'ailleurs, Média 24 titre sur une réunion spécifique entre la Fédération marocaine des bijoutiers et le secrétaire d'État chargé de l'artisanat. La revendication ici, c'est de justement pouvoir participer à des salons d'exposition, mais l'État les conditionne à la création d'une nouvelle instance nationale représentative refusée pour l'instant par les bijoutiers qui voient une redondance inutile. Oui, derrière le salon, c'est donc toute une stratégie étatique qui se joue. On parle justement de stratégie, on va parler de cet article de Ouest France qui nous emmène en Côte d'Ivoire, ou plutôt, disons, à Paris, là où la Côte d'Ivoire est à l'honneur pour le Salon de l'agriculture cette année. Et donc, le produit qui va être mis en valeur par la Côte d'Ivoire, c'est bien évidemment le cacao. Et on le voit un petit peu en bas dans cette image, beaucoup de pays produisent le cacao, mais la Côte d'Ivoire reste le premier producteur aujourd'hui, avec des chiffres parlants, c'est 14% du PIB et surtout 40% de la production mondiale. Et on le sait, le problème, c'est qu'aujourd'hui, la filière est en crise et ce salon, c'est l'occasion d'attirer de plus en plus d'investisseurs. Une crise que nous explique d'ailleurs l'Infodrome. Elle est basée sur un cours mondial qui s'effondre à plus de 2200 francs CFA le kilo. Aujourd'hui, ça provoque des pertes massives des exportateurs et aussi des revenus des planteurs. Donc l'État a pensé à une compensation faite par un fonds de réserve national, mais pour
pour l'instant, toujours rien. Personne n'a encore rien reçu et si rien n'est fait, c'est tout un écosystème social et économique qui s'effondre. Alors, en somme, oui, le business des salons est en explosion parce qu'ils sont devenus une alternative pour soutenir des filières en difficulté et surtout pour stimuler des secteurs au niveau local comme international. C'était il y a 57 ans, mais on en parle encore une fois. Va-t-on bientôt retourner sur la Lune ? Eh bien, c'est pas pour tout de suite, Rachid. Vous allez me dire pourquoi. Est-ce que c'est parce que la fusée ne doit pas dépasser les 35 miles par heure ? Eh bien non, c'est pas du tout ça la raison. C'est parce que la mission Artemis 2, qui doit justement être relancée par la NASA pour nous emmener sur la Lune, eh bien, connaît des difficultés techniques. Donc, on va attendre quand même le mois prochain pour essayer de réatteindre ce rêve d'antan. On le rappelle, la mission Artemis, l'idée c'est ne pas comme Apollo juste de poser un drapeau, mais de s'installer à long terme sur la Lune. Alors, quelle est la difficulté derrière cette mission ? C'est surtout relancer une industrie qui a été démantelée plutôt il y a plus de 50 ans, vous l'avez dit. Donc, on va le voir surtout avec l'article de Science et Vie qui nous explique les raisons. En effet, aujourd'hui, comme le précise l'article, il faut reconstruire des systèmes complets, redévelopper des composants et reconstituer des équipes capables de travailler sur des technologies très spécifiques. Alors, autre question, qu'est-ce qu'on va faire de la planète si on va tous aller sur la Lune ? Est-ce que ça va être comme ce que nous dit Le Matin, un quotidien où on va partager le bureau avec des robots, comme l'indique la photo ? Eh bien, probablement des robots boostés à l'IA. Effectivement, cet article nous indique que le directeur Microsoft IA a prédit la disparition d'ici 18 mois, soit 1 an et demi, de la plupart des métiers de service, en particulier tous ceux liés au numérique, comme le code, ou encore l'analyse financière, le conseil, la gestion de projet, ou encore le marketing. Mais qu'en est-il du journalisme ? Et oui, Rachid, ça nous concerne. Eh bien, on a un article de Courrier International qui nous projette dans l'histoire de Victoria Gouldi, une journaliste, d'après le titre, trop parfaite pour être honnête. Est-ce que les journalistes sont trop parfaits pour être honnêtes ? C'est une question. En effet, on le voit à l'image, on pense que derrière ce profil de Victoria, il y a une technologie. On le voit avec le code binaire, une technologie trompeuse. En effet, elle vendait à de grandes rédactions des articles qui étaient générés par l'IA, remplis de fausses citations et surtout de fausses informations. Une supercherie que les rédactions ont fini par démasquer. Et donc aujourd'hui, ils décident d'intensifier les vérifications pour avoir de vraies personnes avec leurs propres pensées sur leurs médias. En somme, on le voit, des technologies de plus en plus ambitieuses les unes que les autres, mais qui questionnent la simple condition humaine qui est tout juste nécessaire et surtout terrestre, Rachid. Bon, pour revenir sur Terre, nous sommes le mardi 24 février 2026. Quel autre 24 février avez-vous donc retenu dans l'histoire ? Alors, je vais vous raconter un 24 février où une figure des indépendances est écartée du pouvoir sans même être présent ni même au courant. Et oui, nous sommes en 1966 à Accra. Le président du Ghana, Kwame Nkrumah, père de l'indépendance et figure du panafricanisme, est en visite officielle à Pékin. Et pendant qu'il est à l'étranger, l'armée prend le pouvoir. Pour justifier leur action, les militaires évoquent une grave crise économique, dette extérieure écrasante, pénurie, chômage, monnaie affaiblie. Le 24 février 1966 marque ainsi un tournant, le jour où l'un des symboles les plus forts du panafricanisme est renversé. Et peut-être qu'au fond, il nous rappelle aussi une autre chose essentielle. Les idées survivent aux hommes, mais les hommes, eux, ne survivent pas toujours à leurs idées, Rachid. Merci beaucoup, Mariam Kokaina.